Paris s'illuminait sous les derniers rayons d'un soleil d'automne. Dans son appartement aux lignes épurées, Théo Lange contemplait la ville qui s'étendait à ses pieds. 38 ans, le regard perçant, une silhouette taillée par des années de discipline. Il était de ces hommes qui ne connaissent pas l'échec. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le reflet du verre laissait entrevoir un sourire discret. Ce soir marquait l'aboutissement d'une stratégie longuement mûrie. Sur son écran d'ordinateur, un dossier ouvert affichait le visage d'une jeune femme. Elisa Chen. 26 ans. Diplômée avec mention de Sciences Po, fille unique de Raymond Chen. Ce dernier nom résonnait dans l'esprit de Théo comme une plaie jamais cicatrisée. 15 ans plus tôt, Raymond Chen avait orchestré la chute de l'empire familial des Lange. Un empire bâti par 3 générations, effondré en moins d'une semaine par des manœuvres impitoyables. Le père de Théo n'y avait pas survécu. Un infarctus foudroyant, disait le rapport médical. Un cœur brisé par la honte, savait le fils. Théo avait reconstruit, pierre après pierre. D'abord dans l'ombre, puis en pleine lumière. Lange Industries était devenue une référence dans le domaine des technologies médicales avancées. Les milliards s'accumulaient, les honneurs aussi. Mais la vengeance, elle, attendait son heure. Et cette heure avait sonné. Le gala de bienfaisance de la Fondation Lange approchait. Parmi les 500 invités triés sur le volet, une seule importait vraiment. Elisa Chen ignorerait jusqu'au dernier moment que l'invitation personnelle qu'elle avait reçue n'avait rien d'anodin. Théo l'avait fait suivre pendant des mois. Il connaissait ses habitudes, ses faiblesses. Il savait que malgré la disgrâce de son père, elle tentait de se reconstruire loin des scandales. Une proie idéale. Le plan était simple. L'attirer. La séduire. Lui faire croire à un conte de fées. Puis tout briser, comme son père avait brisé les Lange. Une justice poétique qui le hantait depuis trop longtemps. Le soir du gala, le grand hall de l'hôtel Crillon scintillait de 1000 feux. Les robes longues dansaient entre les costumes impeccables. Champagne et conversation polissée. Ce monde d'apparence que Théo maîtrisait à la perfection. Son regard balayait la foule, impatient. Elle devait être là. Elisa apparut enfin. Dans une robe bleu nuit, simple mais élégante. Ses longs cheveux noirs cascadaient sur ses épaules avec une grâce naturelle. Pas de bijoux ostentatoires, juste une fine chaîne en or. Elle semblait presque intimidée, se tenant légèrement en retrait des groupes qui se formaient et se défaisaient au gré des intérêts. Théo l'observa un moment. Elle n'avait rien de l'arrogance de son père. Ses gestes étaient mesurés, son sourire discret. Quand elle s'approcha du buffet, il fit un signe à son assistant qui s'éclipsa immédiatement. Le moment était venu. Leur première rencontre fut orchestrée comme un accident. Un serveur qui trébuche, un verre qui menace de se renverser, une main ferme qui l'attrape au vol. Ce fut si rapide qu'Elisa mit quelques secondes à réaliser que l'homme en face d'elle était Théo Lange, le célèbre PDG dont le visage ornait régulièrement les magazines économiques. Il se présenta avec une simplicité calculée. Elle rougit légèrement. Il la fit parler d'elle, de ses études, de ses ambitions. Elle évoqua son travail dans une petite association d'aide aux enfants défavorisés. Pas une seule fois elle ne mentionna son père. Théo nota ce détail. La soirée s'écoula, et lorsqu'il lui proposa de la raccompagner, elle déclina poliment. Indépendante. Méfiante, peut-être. Cela rendrait le jeu plus intéressant encore. Avant qu'elle ne s'éloigne, il lui tendit sa carte. Une opportunité, dit-il. La Fondation Lange cherchait justement quelqu'un avec son profil pour coordonner un nouveau programme humanitaire. Elle hésita, prit la carte. La première graine était semée. 3 jours plus tard, comme il l'avait anticipé, elle appelait pour un entretien. Une semaine après, elle acceptait le poste d'assistante de direction au sein de la Fondation. Le piège se refermait doucement. Les premiers mois furent conformes au plan. Théo maintenait une distance professionnelle teintée d'une attention particulière. Il la sollicitait pour des projets importants, testait ses limites, l'observait. Elle travaillait avec une détermination silencieuse qui forçait le respect. Jamais une plainte, même lorsqu'il exigeait l'impossible dans des délais déraisonnables. Un soir, alors que tous étaient partis, il la trouva encore à son bureau, finalisant un dossier qu'il avait demandé pour le lendemain. Ses yeux trahissaient la fatigue, mais sa posture restait droite. Il s'approcha, lui demanda pourquoi elle s'obstinait tant. Elle leva son regard vers lui, un regard d'une sincérité désarmante.
Ce n'est pas pour vous impressionner, murmura-t-elle. C'est parce que ce projet permettra à des enfants d'avoir accès à des soins qu'ils n'auraient jamais vus autrement. Chaque heure que je passe ici compte pour eux. Cette nuit-là, rentré chez lui, Théo ressentit un malaise inhabituel. Un doute infime qui s'immisçait dans son plan si parfait. Il le chassa d'un verre de whisky. La vengeance ne souffrait pas l'hésitation. Les semaines suivantes, il accéléra le processus. Invitation à des dîners professionnels, collaboration étroite sur des projets sensibles. Il dévoilait une facette de lui-même qu'il réservait habituellement à son cercle le plus intime. Une vulnérabilité fabriquée de toutes pièces, destinée à l'attendrir. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était sa perspicacité. Un jour, alors qu'il travaillait tard, elle l'interrompit soudainement. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle calmement. « Parmi toutes les personnes qualifiées, pourquoi m'avoir choisi spécifiquement ? Est-ce en rapport avec mon père ?» Le monde sembla s'arrêter un instant. Théo sentit son masque vaciller. Elle savait. Ou du moins, elle soupçonnait. Il avait sous-estimé son intelligence. Dans un réflexe de préservation, il choisit une demi-vérité. « Votre nom a effectivement attiré mon attention, » admit-il. « Mais c'est votre travail qui vous a fait rester. » Elle le fixa longuement, comme si elle cherchait à lire au-delà des mots. Puis elle se leva, rassembla ses affaires sans un mot et partit. Il resta là, étrangement déstabilisé par ce regard qu'il avait traversé. Le lendemain, contre toute attente, elle était à son poste. Pas une allusion à leur conversation de la veille. Juste cette efficacité tranquille, cette présence qui, il devait se l'avouer, était devenue indispensable au bon fonctionnement de la fondation. Le plan commençait à lui échapper, mais il n'était pas prêt à l'admettre. Un incident vint pourtant tout bouleverser. Lors d'une visite dans l'un des hôpitaux financés par la fondation, une petite fille atteinte d'une maladie rare s'était attachée à Elisa. La fin des traitements approchait, mais les parents ne pouvaient assumer les soins post-hospitaliers. Sans un mot à Théo, Elisa avait mis en place un fonds spécial, sacrifiant ses congés pour constituer le dossier. Quand il l'apprit, sa première réaction fut la colère. Elle avait outrepassé son autorité. Il la convoqua dans son bureau, prêt à la réprimander sévèrement. Face à lui, elle ne se défendit pas. Elle expliqua simplement, avec des mots qui touchaient à l'essentiel, pourquoi certaines règles devaient parfois être contournées au nom de ce qui comptait vraiment. Cette nuit-là, Théo ne dormit pas. L'image d'Elisa défendant non pas sa position, mais la vie d'une enfant qu'elle connaissait à peine, tournait dans son esprit. Il repensait à son père, à la façon dont il avait toujours placé le profit au-dessus de tout. À Raymond Chêne qui avait détruit leur famille sans l'ombre d'un remords. Et voilà que la fille de cet homme lui donnait une leçon d'humanité qu'il n'était pas prêt à recevoir. Le lendemain, sans explication, il approuva le fonds spécial et en doubla le montant. Quand il croisa Elisa dans le couloir, elle lui sourit. Un sourire franc, sans arrière-pensée. Un sourire qui le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. Les semaines suivantes furent marquées par un changement subtil. Théo se surprenait à chercher sa présence, à solliciter son avis sur des sujets qui dépassaient largement ses attributions. Il remarquait des détails jusque-là insignifiants, la façon dont elle inclinait légèrement la tête quand elle réfléchissait intensément, le son de son rire rare mais sincère, cette habitude qu'elle avait de toujours garder un livre dans son sac. Un jour, il la surprit en train de lire pendant sa pause déjeuner. Un vieux roman dont la couverture était usée à force d'être feuilletée. Il s'assit face à elle, curieux. Elle lui parla de cette histoire qui l'accompagnait depuis l'adolescence, des personnages qui lui semblaient plus réels que certaines personnes qu'elle côtoyait. Pour la première fois depuis longtemps, Théo écouta vraiment quelqu'un. Pas par stratégie, pas pour en tirer un avantage. Juste pour le plaisir d'entendre cette voix qui ne cherchait pas à impressionner. Le plan initial s'effaçait progressivement, remplacé par quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Il luttait contre cette sensation nouvelle, se rappelant chaque matin la raison pour laquelle il avait fait entrer Elisa Chêne dans sa vie. Vengeance. Justice. Pas cette émotion indéfinissable qui le saisissait quand elle entrait dans une pièce. Puis vint cette soirée de gala, un an jour pour jour après leur première rencontre. La fondation célébrait l'ouverture d'un nouveau centre de recherche pédiatrique. Elisa portait une robe rouge, simple mais saisissante. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant qui dégageait sa nuque fragile. Théo la regardait évoluer parmi les invités avec une aisance qu'elle n'avait pas un an plus tôt. Elle était dans son élément, défendant les projets de la fondation avec passion.
C'est alors qu'il le vit. Raymond Chen. Celui qu'il avait juré de détruire se tenait là, à quelques mètres de lui. Les années n'avaient pas été tendres avec l'ancien magnate. Son visage portait les marques d'une vie excessive, ses yeux avaient perdu de leur éclat calculateur. Mais quand ils se posèrent sur Elisa, Théo y vit quelque chose d'inattendu. De la fierté. Une fierté mêlée d'inquiétude. Elisa aperçut son père au même moment. Son visage se figea un instant, puis elle s'excusa auprès de ses interlocuteurs et se dirigea vers lui. Théo les observait de loin, incapable d'entendre leur conversation mais percevant la tension qui en émanait. Raymond Chen semblait agité, pointant parfois dans sa direction. Elisa secouait la tête, visiblement en désaccord. Quand elle revint vers lui quelques minutes plus tard, son sourire avait disparu. Elle s'excusa, prétextant un malaise soudain, et quitta la soirée précipitamment. Théo hésita, puis la suivit jusqu'à l'extérieur. Elle se tenait là, sous la pluie fine qui avait commencé à tomber, le regard perdu dans le vide. Il s'approcha doucement, lui demanda ce qui s'était passé. Elle resta silencieuse un long moment avant de se tourner vers lui. « Mon père sait tout », dit-elle finalement. « Il sait pourquoi vous m'avez engagé. Il dit que vous attendez le moment parfait pour vous servir de moi contre lui, pour achever ce que vous avez commencé en rachetant ses anciennes entreprises une à une. » Théo sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était vrai, bien sûr. Ou plutôt, ça l'avait été. Il chercha les mots, ne les trouva pas. Comment expliquer qu'il n'était plus cet homme-là? Que quelque chose avait changé, même s'il ne pouvait encore le nommer. Dans son silence, elle vit une confirmation. Ses yeux se voilèrent de déception. Pas de colère, juste cette tristesse infinie qui le traversa comme une lame. J'ai été naïve, murmura-t-elle. J'ai voulu croire que les actions comptaient plus que les noms. Que ce que nous construisions ensemble était réel. Elle partit sans se retourner, laissant Théo seul sous la pluie qui s'intensifiait. Pour la première fois depuis la mort de son père, il ressentit cette douleur familière. Celle d'avoir tout et de n'avoir rien à la fois. Les jours suivants furent un enfer silencieux. Elisa avait posé sa démission, effective immédiatement. La fondation continuait de tourner, les projets suivaient leur cours, mais un vide immense s'était installé. Théo tentait de se persuader que c'était mieux ainsi. La fin du plan, différente de ce qu'il avait imaginé, mais une fin tout de même. Pourtant, il ne ressentait aucune satisfaction. Aucun sentiment d'accomplissement. Juste ce manque indéfinissable qui le réveillait chaque nuit, le laissant contempler le plafond jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Un matin, n'y tenant plus, il se rendit à l'adresse qu'il connaissait. L'appartement d'Elisa était vide. Le voisin lui apprit qu'elle était partie sans laisser d'adresse. Disparue, comme son père l'avait fait des années plus tôt. L'ironie ne lui échappa pas. Il avait voulu détruire les chaînes, et c'est lui qui se retrouvait hanté par une absence. Pendant des semaines, il la chercha. Discrètement d'abord, puis avec une frénésie qui inquiéta même ses plus proches collaborateurs. La fondation semblait avoir perdu son âme en même temps qu'Elisa. Les projets continuaient, mais la passion s'était éteinte. C'est finalement dans une petite librairie du quartier latin qu'il la retrouva. Par hasard ou par instinct, il était entré dans cette boutique aux étagères croulant sous les livres anciens. Elle était là, au fond de la salle, recommandant un ouvrage à une cliente. Ses cheveux étaient plus courts, son style plus décontracté. Elle semblait, en paix. Quand la cliente s'éloigna, il s'approcha. Elle le vit et se figea. Pas de surprise, juste cette résignation tranquille. Comme si elle avait toujours su qu'il finirait par la retrouver. « Pourquoi ici ?» demanda-t-il simplement. Elle regarda autour d'elle, caressant distraitement la tranche d'un livre. « Ces histoires sont vraies, répondit-elle. Pas comme la nôtre. » Ce n'était pas un reproche, juste un constat. Théo sentit quelque chose se briser en lui. Ce masque qu'il portait depuis si longtemps, cette carapace de rage froide et calculée. « Tu étais le plan, murmura-t-il. Mais tu es devenu le seul endroit où je me sens vrai. » Les mots étaient sortis sans qu'il puisse les retenir. Des mots qu'il n'aurait jamais cru prononcer. Des mots qui contenaient cette vérité qu'il avait refusé d'admettre pendant des mois. Elisa le regarda longuement, cherchant la manipulation derrière l'aveu. Mais pour la première fois, il n'y avait rien à cacher. Il était là, vulnérable, sans stratégie ni arrière-pensée. « Comment puis-je te croire ?» demanda-t-elle finalement. Il n'avait pas de réponse toute faite,
pas de grand discours préparé. Juste cette certitude nouvelle que rien n'aurait plus de sens si elle n'était pas là pour donner un but à la fondation, une âme à ces projets qu'ils avaient portés ensemble. Une raison d'être meilleur que l'homme qu'il avait été. Tu ne peux pas, admit-il. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Mais je vais passer chaque jour à te prouver que l'homme que tu as vu au-delà des apparences, celui qui a approuvé ce fond spécial, celui qui t'écoutait parler de ce vieux roman, cet homme-là est plus réel que celui qui voulait se venger. Un silence s'installa entre eux. Un silence plein de non-dits, de possibilités, d'hésitations. Puis Elisa fit quelque chose d'inattendu. Elle lui tendit un livre. Le même qu'elle lisait ce jour-là, pendant sa pause déjeuner. Commence par là, dit-elle simplement. Ce n'était pas un pardon. Pas encore une promesse. Juste un début. Le début d'une histoire qui n'était plus écrite d'avance. Une histoire où la vengeance cédait la place à quelque chose de bien plus puissant. Quelque chose que Theo Lang, dans toute sa fortune et sa puissance, n'avait jamais possédé. Une seconde chance. Dehors, Paris s'illuminait sous un soleil d'automne, comme ce jour où tout avait commencé. Mais cette fois, ce n'était plus la vengeance qui guidait ses pas. C'était cet espoir fragile que parfois, les cœurs brisés peuvent se reconstruire, plus fort qu'avant. Que parfois, en voulant détruire, on se découvre. Et qu'au bout du compte, la seule victoire qui vaille vraiment la peine est celle que l'on remporte sur soi-même. Il croyait contrôler le jeu. Elle lui a révélé le cœur.